Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini. On est très content de vous retrouver, d'autant plus que ça va être une émission de folie après la dinguerie de match qu'on a vécu hier, la dinguerie de soirée plus globalement. Une magnifique qualification de l'OGC Nice, 4 buts à 1 face au rival marseillais après tout ce qu'on a vécu cette saison, tout ce qu'on a essuyé comme saut de merde également. Un bon petit retour de karma qui fait du bien et qui nous emmène tout droit vers la première demi-finale de l'OGC Nice. Depuis 10 ans, on a une autoroute tracée vers le Stade de France sans nous porter la poisse. En tout cas, on peut se permettre de continuer à rêver cette saison. Et pour nous vendre du rêve, ils sont avec moi. J'ai le plaisir d'accueillir Cédric tout d'abord. Salut Cédric, comment ça va ? Bah écoute, ça va plus que bien. Si ça va pas là, on peut, on peut tout arrêter, hein. Même si on a, comme t'as dit, on n'a pas beaucoup dormi, mais l'euphorie fait que t'oublies un peu les heures de sommeil. Donc voilà, ambiance de fou, match de fou, On s'est victoire de fou. transformé hier soir. Les joueurs se sont Ah oui, oui. transformés par rapport à Clermont, mais nous aussi en tribune, on s'est transformé. Ah oui, oui, c'était juste incroyable en tribune. Une ambiance comme on manquait un peu tout ça et puis une victoire incroyable, hein, où t'as vraiment surclassé ton adversaire. Ouais, que du positif. On est loin de l'émission thérapie d'il y a quelques jours. Grave, vite, le chaud et le froid. Et comme dirait Daniel Riolo, on s'est tous savonnés en tribune hier soir. Là, franchement, Exactement. c'était la fête. Il y On en a avait un prévu qui, qu'on fournissait l'eau chaude en plus, on avait dit. Et voilà. Bah, il y en a un qui n'a pas apporté le savon hier soir parce qu'il nous a laissé dans notre tribune seul. C'est Romain, mais il nous fait quand même l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Romain ? Ah bah ça va nickel, hein. Là toujours sur mon nuage. Bon, j'ai une petite extinction de voix, hein, comme je pense que vous pouvez l'avoir aussi. Ouais, moi, Et non, c'est content revenu pour ce deux matin raisons. parce que sinon, je faisais pas l'émission. Enfin, je faisais Avant-Garou en fait à la place de l'émission habituelle. Putain, c'est The Voice ici, Non, bordel. moi, elle a du mal à revenir. Mais non, content pour 2 points. Et le premier, la qualification, et puis bon, voilà, le chemin quasi tracé pour le Stade de France. Et le deuxième point, c'est bah voilà, j'ai repris ma marche en avant par rapport au pronostic. J'avais dit qu'on allait surclasser Marseille, donc je Il suis oublie obligé de pas, te le le gars. dire parce que Il oublie pas. Non, ah non, 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 mais il a de la rancœur quand même. Hein. Il il m'a tient à son il statut m'a de il m'a meilleur tapé dedans. pronostiqueur de l'émission. Voilà. Mais tu vois, Il m'a tapé dedans pour Clermont, je suis obligé je de suis un peu remettre le le tir. Christophe Galtier de l'émission. Je vous rentre dedans après une contre-performance pour être sûr qu'après derrière vous soyez au top. Voilà, donc je vous ferai des bisous sur le front comme il fait à Mingouiri. C'était très mignon. Donc, on a vu les Ouais. médias du club. Bon, messieurs, on a beaucoup parlé de douche, de savon et de bisous. Hein. On est toujours dans une ambiance vestiaire dans cette C'est ça. émission. Troisième mi-temps. Voilà, troisième mi-temps, les valeurs de l'Ovalie. Mais on va un peu parler du terrain, parce que c'est quand même pour ça, je pense que vous écoutez l'émission. Et puis, autant sur la dernière émission, après Clermont, vous n'étiez pas très nombreux à vouloir prolonger le plaisir sadomasochiste. Autant là, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses. Et on l'a vu hier dans nos différents spaces. Vous avez été beaucoup à être là et à réagir, notamment à la mi-temps avec Brice. Beaucoup à vouloir prolonger le plaisir de cette qualification historique, merveilleuse. Je pense qu'on manque d'adjectifs et de superlatifs. Je vais commencer par une question volontairement, je ne sais pas si elle est provoque, mais volontairement ambitieuse en tout cas. Est-ce que pour vous, le match qu'on a vécu hier face à Marseille, ce n'est pas tout simplement le meilleur match de la saison, et j'irai même loin, est-ce que c'est pas le meilleur match qu'on a vécu depuis ce fameux Nice-Paris Saint-Germain, la saison de la 3e place avec Lucien Favre? Aussi loin, je sais pas, mais en tout cas, déjà que ce soit le match référence cette saison, clairement, même sans parler du résultat, parce qu'il y a eu en début de saison, il y a eu des 4-0, des matchs comme ça, mais sur l'aboutissement, sur le contenu, sur l'envie, sur tout ce que tu as mis, hein, même sur ce que nous, supporters, on a montré en tribune. C'est clairement le match référence de la saison. Voilà, et encore plus sur les années avec notre ami Patoche et compagnie, hein. Ça, on va essayer de les omettre carrément celle-là, mais de cette saison, pour moi, c'est clairement le match référence et il faut garder ça en tête tout en gardant les pieds sur terre. Mais je pense que Galtier, pour ça, est très très fort. Alors, moi, je vais même aller plus loin que toi, Sky. Ce match qu'on a vécu hier, donc que ça soit, bon, je parle à domicile, hein, Mhm. mais j'irai même beaucoup plus loin, mais aujourd'hui avec l'euphorie que j'ai,
et les émotions que j'ai eues hier, et en plus contre Marseille, quoi, un match de coupe, etc., dans tout le contexte que peut avoir ce match, je me rappelle même plus quel match m'a fait autant vibrer. Voilà, en termes En termes d'implication dans d'émotion, le jeu. effectivement, c'est Nice au-dessus de Saint-Étienne de tout fin de le. saison. C'est Depuis celui-là, je pense. c'est en termes d'émotion. En termes d'émotion, moi, j'ai retrouvé les mêmes émotions mais encore, c'était pas à domicile. Enfin, si, c'était à domicile, c'était à Monaco. Mais pour la demi-finale de Coupe de la Ligue où on gagne 2-1. Voilà. En 2006. Et Ouais. pour moi, voilà, j'étais en transe de la même façon hier que ce match-là. Voilà, c'est inexplicable. Je crois qu'à chaque but, je me pétais la voix. Ça Et s'entend encore un puis des peu, frissons. effectivement. Ouais, légèrement. Ouais, j'ai du mal. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment, hein, en termes d'émotion, de frissons, de scénario de match, de tout. Moi, le dernier match qui m'a fait autant vibrer, voilà, c'était ce Monaco-Nice. Voilà. Puisqu'on parle beaucoup de contexte, parce que je pense qu'effectivement, il y a deux choses dans ce match. Il y a le terrain, où c'est un match extrêmement accompli, et on y reviendra hein, ensuite, forcément, dans cette émission. Mais il y a aussi tout un contexte qui fait que l'émotion, peut-être, l'emporte sur d'autres affiches sportives équivalentes. Et que Romain, tu retiens ça comme peut-être le meilleur match de l'OGC Nice, en tout cas le plus plaisant depuis 15 ans. Rappelons le contexte, c'était le premier match à domicile face à l'Olympique de Marseille depuis les événements du 22 août dernier. On avait une revanche à prendre déjà par rapport à l'issue non solvée de ce match, le replay tout foireux à 3, les torrents de merde qu'on a pris de la part de la presse, que ce soit voilà, nationale ou locale marseillaise. On attendait avec impatience ce match du 20 mars au Vélodrome. Le destin nous offre une autre rencontre à domicile avant ce 20 mars. La réalité du championnat fait également que voilà, c'est un mano à mano entre les deux équipes pour la deuxième place, la lutte sur le podium. Donc il y avait vraiment toute une tension, que ce soit politique, médiatique, sportive, qui s'est ajoutée. Vraiment, on en parlait un peu lors de la dernière émission, mais on avait un peu la boule au ventre entre le stress de se dire c'est un match qu'on ne peut absolument pas perdre pour garder la figure et garder la bonne humeur et garder la bonne dynamique de cette saison. Également un peu la boule au ventre parce que après ce qui s'est passé cet été, se dire qu'est-ce qui peut arriver. On avait l'interdiction officielle du déplacement des supporters marseillais qui du coup se retrouvaient en nombre au milieu des supporters niçois dans les tribunes grand public. Et au final, tout s'est bien passé. Alors, le terrain, encore une fois, on va en parler. Mais en dehors, je voulais aussi signaler qu'il n'y a eu aucun incident. Peut-être aidé par aussi un dispositif de sécurité assez impressionnant. Double fouille, dont l'une par la police. Triple fouille pour certains, comme Cédric, qui ont eu le plaisir de se faire renifler la saucisse par les bergers allemands. Bon, je pense que tu as délit de sale gueule. Hein. Toi, tu as été aligné en rang. Ah, mais lui, par contre, je l'ai vu de loin. Quoi. Le mec de la cire, il m'a vu. J'ai dit, lui, il est pour ma gueule. Bon, au final, on a été 5 à être mis contre le mur comme des gangsters et avoir droit Usual suspect, du coup. Ouais, voilà. J'ai dit que je m'appelais Kaiser Soze. Voilà. Et puis, non, mais voilà, je me suis fait un peu renifler par un berger allemand. C'était sympa. Bon, donc pas d'incident, ça c'est le côté positif, mais également, malgré la présence de nombreux touristes et de nombreux supporters marseillais, un stade qui était au rendez-vous, et notamment la Populaire Sud, sur laquelle on peut avoir l'habitude aussi d'être critique, parfois à juste titre, mais alors là, hier, quasiment un sans faute, donc bien sûr, des petits problèmes de sono, des chants qui ont du mal à se synchroniser, mais je pense qu'on a rarement vécu à l'Alliance Riviera une telle soirée en tribune, et en plus, il y a eu ce petit bonbon en toute fin de partie avec Choa qui est venu, qui a rappelé du coup d'excellents souvenirs aux plus anciens comme toi, Cédric. Ah ouais, bah ouais. Quand j'ai entendu, je pense que ça va parler à pas mal peut-être qui écoutent et pas mal de hier dans la tribune, mais quand on a tellement eu envie, sans même dénigrer les capots actuels ou quoi que ce soit, qui essayent d'animer la tribune comme ils peuvent, évidemment. Hein. Mais tout ce qu'on a vécu en fait par rapport au Ré, avec Choa, avec Marco, même avant, c'est des souvenirs qui remontent. C'est un peu de la nostalgie en fait de revoir Choa arriver dans la nacelle, de lancer des chants. Donc vraiment, comme tu as dit, c'était vraiment la petite sucrerie qui arrive en fin de plaisir comme ça d'un match où tout s'est déroulé à la perfection. Donc la petite cerise sur le gâteau, c'est parfait. Romain, un public très largement au niveau. Bon, on se doute
moitié embouteillage, moitié supporters de Marseille. Il y a quand même beaucoup de monde qui est parti avant la fin, notamment quand au moment où il n'y avait encore que 3-1 à la marque. Mais en fait, c'est une superbe soirée. Et comme Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, l'avait appelé de ses voeux il y a quelques jours dans la presse, il fallait montrer qu'on était un grand public, qu'on pouvait être un public exemplaire. Je pense que là, il y a rien à reprocher sur la performance en tribune des supporters de l'OGC Nice hier soir. Ah mais non, mais là c'est carrément un sans faute. Et tu vois, je vais même revenir sur ce que j'ai dit après Clermont, parce que j'avais mis un tweet où bah voilà, je disais clairement que la populaire, bah, elle était plus tellement au niveau. Bah je reviens dessus, tu vois, parce que hier c'est un sans faute dans la gestion de leur match par rapport bah, à tout ce qui s'était dit en amont, etc. Ils ont été exemplaires. Et après, dans les champs, dans l'implication, dans tout, vraiment, c'est un sans faute. Voilà. Et j'ai retrouvé cette ambiance et ce qui fait beaucoup aussi, ce qui joue aussi beaucoup dans l'émotion, voilà, du match. Il n'y a pas que le terrain, les joueurs, etc. Tu as aussi toute cette atmosphère, pardon, qui gère un match et ils en font partie. Et franchement, je les remercie d'avoir remis cette tribune à feu. Vraiment, c'était super sympa. Maintenant, le seul petit reproche, parce qu'il en faut quand même un petit, hein, c'est bon, on va pas mettre que des 10 sur 10, un 9,5. Non, putain, il manque quand même un gros tifo. Voilà. Alors, c'est une des réactions de la presse ce matin. Bon, la Provence, pour ne pas les nommer, on se doutait bien qu'ils n'ont pas forcément apprécié la Bon, soirée hier. j'ai pas lu la Provence. Alors, tu fais bien qui titre, du coup, tu vas découvrir en même temps que peut-être certains de nos auditeurs ce qui a été dit ce matin dans la Provence, qui titre encore ultra vulgaire, parce que c'est bien connu, les supporters de Marseille sont tous des gens extrêmement cultivés, avec un langage châtié et maniéré. Donc, ils n'ont pas forcément pas apprécié les nombreuses banderoles qui ont été produites par les supporters de l'OGC Nice, et notamment l'une qui disait « Marseillais, vos mères sont plus sales que vos rues ». Bon, effectivement, ce n'est pas d'une spiritualité extrême, mais en même temps, est-ce que c'est ce qu'on demande à des banderoles dans les stades ? Faut pas déconner, on a déjà lu et bien est-ce que pire c'est que ça. vraiment vulgaire? C'est fin, c'est pas beau, mais est-ce que c'est vraiment de la vulgarité? Non, c'est vrai qu'il y a aucun mot grossier dedans en fait. Après, c'est une association malheureuse Non, peut-être, mais voilà. Bon, on en non, est à mais c'est sûr que c'est beaucoup moins vulgaire. C'est beaucoup moins vulgaire quand une année au Vélodrome, toute une tribune avait mis Nissa Merda, quoi. C'est vrai que Ouais. sachant que merda est un beaucoup gros moins mot, vulgaire ce qu'ils avaient fait à l'époque. contrairement à rue, Ouais, ouais, mer ou voilà, salle, c'est exactement. un vrai gros mot. Donc À effectivement. la limite, elle est plus vulgaire la banderole à l'encontre de Daniel Riolo hier que celle pour les Marseillais. Daniel Riolo, du coup, effectivement, qui a eu Mm. droit à une magnifique banderole Riolo ta gueule, qu'il a mis en bannière Ferme ta sur gueule, son même, ferme ta gueule, oui, voilà, Ouais. qu'il a mis en bannière sur ses réseaux sociaux. Bon, bah, comme quoi, Monsieur Riolo peut aussi faire preuve de second degré, et je trouve que ça apaise les tensions du coup qui ont pu Exactement. naître envers lui ces dernières semaines suite à ses réactions après le match contre Paris. Mais revenons à ce match face à Marseille. Bon, effectivement, vos mères sont plus sales que vos rues. Bon, c'était plutôt rigolo. C'est moins rigolo que l'étendard censé représenter Dimitri Payet coiffé d'une couronne Burger King que le groupe Northside n'a malheureusement pas réussi à faire rentrer dans le stade. Ça, c'était très, très Elle drôle. était superbe, Ouais. celle-là, quand même. Il y a la Celle-là, elle photo était- sur les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Du coup, malheureusement, c'est resté sur le parvis, alors que bon, pour le coup, ça c'était vraiment très drôle. Après, on pouvait imaginer beaucoup de choses, poubelle la ville. Enfin bon, bref, voilà. Il y aura d'autres matchs face à Marseille et d'autres banderoles qui, j'espère, resteront de ce niveau-là, parce que bon, bah écoutez, bien sûr que ce n'est pas forcément très intelligent, mais c'est aussi le folklore populaire des stades qu'on aime malgré tout. Messieurs, est-ce que on a fini pour le côté tribune? Est-ce qu'on peut s'attaquer au terrain? Parce qu'il y a aussi beaucoup à dire, vu la performance XXL de nos aiglons. Ah oui, il y a beaucoup à dire, donc je pense qu'on va pouvoir passer au chapitre terrain directement. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'aiglon de la soirée, même si je suis pas sûr que ce soit encore décidé du côté du club, mais on a peu de doutes Oui. sur l'issue du résultat. C'est forcément Justin Kluivert, un joueur qu'on a beaucoup encensé dans ces dernières semaines, depuis notamment son retour de blessure, où il se montre extrêmement efficace, où il s'est imposé
D'abord sur le côté gauche et aussi ce soir sur le côté droit. Hier soir pour ce match face à l'Olympique de Marseille. 2 buts, une passe décisive pour Justin Kluivert. En plus, 2 buts magnifiques. Une tête tout d'abord où il est tout seul, où il arrive à sauter assez haut malgré son mètre -20. Et puis une frappe lobée sur Pau Lopez à l'extérieur de la surface qui mystifie le gardien de Marseille. Il y a également trois adversaires qui ne peuvent que le regarder frapper. Une performance incroyable du milieu de terrain néerlandais de l'OGC Nice. On appelle de nos voeux que cette option d'achat soit rapidement levée. On sait qu'il est dans les marques, notamment en termes de matchs joués, parce que comme on vous dit dans un précédent numéro, il faut qu'il joue au moins la moitié des rencontres de l'OGC Nice cette saison, et là en étant titulaire à chaque match, sauf blessure, on voit mal ce critère échapper à Justin Kluivert. L'autre critère pour que l'option d'achat se transforme en obligation, c'est que l'OGC Nice soit européen. Là encore, que ce soit par le championnat ou par la coupe, ça sent quand même assez bon. Justin Kluivert va vraisemblablement rester à l'OGC Nice. C'est pas forcément le joueur sur lequel on aurait parié en début de saison, mais là, force est de constater, encore hier soir, il fait une performance incroyable et c'est un régal d'avoir un joueur comme ça à l'OGC Nice dans une forme olympique. Ouais, c'était beau en plus le mot de la fin, olympique et tout. Mais il n'y a qu'un seul olympique, tu sais. Alors, précisons, j'ai tweeté ça sur le coup de l'émotion. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'un seul olympique. Il y a aussi nos amis du LOSC qu'on embrasse, bien entendu, l'Olympique Sporting Club. Voilà. Il y a 2 olympiques en France, l'OGC Nice et le LOSC. Bon, du coup, blague à part. Mais voilà, non, mais Kluivert, comme l'a dit Nice ce matin, je crois, dans ses notes, ça doit faire un petit moment qu'une levée de doigts ne paraissait pas aussi évidente en fait. Hein. Je veux dire, là même s'il n'y a pas d'obligation, même s'il y a pas, même si les critères vont se faire naturellement, j'imagine, que ce soit probablement pour une Coupe d'Europe, parce que sauf cataclysme, et exactement pareil pour la fin des matchs joués. Mais quel joueur, encore une fois, ça commence à être répétitif dans le bon sens, mais le concernant. Mais quel joueur, quoi. Il a une facilité, je trouve même. Alors, c'est un profil totalement différent, mais hier, sur certaines actions, il m'a procuré pratiquement autant de plaisir qu'a pu me procurer Hatem sur certaines de ses chevauchées, quoi. Il s'est tout simplement moqué des Marseillais sur certaines actions où il leur a tourné autour, puis quand il décide d'accélérer, il les laisse sur place. Encore une fois, il apporte tellement le danger que tu vois son deuxième but où les Marseillais sont totalement sur le reculoir parce qu'ils ont tout simplement peur de lui en fait. C'est juste ça. Donc ils sont sur le reculoir et ils prennent une frappe de l'espace. Donc voilà, on a hâte de voir s'il est au max ou s'il en a encore un petit peu sous le pied, mais que c'est fort en tout cas. 4 buts et 4 passes décisives du coup cette saison, toute compétition confondue pour Justin Kluivert en 16 matchs. Ça stats pas de ouf, mais en fait si tu prends juste ce qu'il fait depuis son retour de blessure, je pense que il peut terminer, il terminera peut-être pas à 10 buts ou 10 passes décisives, mais il peut faire quelque chose de très très correct pour encore une fois une saison où c'est un joueur qu'on a pris quand même à la base pour qu'il puisse se relancer. Après des saisons délicates à l'étranger, notamment un dernier prêt à Leipzig. Là, c'est en passe d'être un nouveau pari réussi pour l'OGC Nice. On va toucher du bois pour que physiquement ça puisse continuer à tenir, parce que je pense que peut-être que sa seule limite actuelle, sa marge de progression, c'est d'arriver en fait à enchaîner les matchs avec le moins de pépins physiques possible. Romain, un constat enthousiasmant aussi sur Justin Kluivert, j'imagine. Ah c'est comme l'a dit Cédric, moi sur certaines phases de jeu, ouais, il me rappelle Ben Arfa, même si c'est pas le même rôle, même si c'est pas les mêmes, hier soir, il y les avait mêmes vraiment un petit qualités, quelque chose, mais parce dans la qu'il s'est fa- vraiment emballé niveau ah mais dribble. oui, Enfin, ça a vraiment été ça hier soir. dans la façon de passer les mecs, il a des appuis le mec, mais c'est c'est de la bombe atomique. Voilà, c'est de la bombe atomique. Je crois que je l'avais déjà dit dans une des émissions, mais le mec a des changements de direction par rapport à ses appuis et tout, mais laisse tomber. Et en plus de ça, il a une technique qui est au-dessus de la moyenne. Et si maintenant, ce qu'on attendait de lui un petit peu, c'est vrai, c'était au niveau des stats, au niveau des au niveau des passes D, au niveau des buts. Bon, bah voilà, si maintenant il arrive à enchaîner pour augmenter ses stats, bah c'est une option d'achat. Le prix, il est donné, quoi. Voilà. Et Ouais. moi, je le dis, c'est donné parce que un joueur comme ça,
S'il avait été aussi performant dans les clubs passés, mais jamais Nice n'aurait eu un œil sur lui, quoi. On, Ouais, on on- l'aurait vu on revoit allez, un peu le dans Kluivert de l'équipe du l'Ajax, dimanche, en dans un fait, qui avait fauteuil eu du mal écouté. à s'imposer à la Ouais. Roma puis à Leipzig, Et- mais on revoit les promesses qu'il laissait entrevoir au moment de sa saison, notamment avec Kasper Dolberg du côté de l'Ajax. C'est ça. Quand tu vois que hier, Exactement. quand Et même, en plus, les deux ailiers, pardon Romain, je te coupe, mais les deux ailiers vas-y, qui font le plus de mal sur le terrain, c'est Kluivert et Under du Mm. côté marseillais, et les deux ont joué à la Roma et n'ont pas eu de temps de jeu, quoi. Tu te dis quand même comme quoi ça peut, ça peut ah, et jouer à puis pas grand-chose des fois. je pense que Kluivert, là, il est dans une atmosphère, dans un club qui, bah voilà, qui doit lui donner beaucoup. Lui, il donne beaucoup aussi en retour, bah, par ses prestations là ces derniers temps. Et je pense que le fait d'avoir des mecs comme Dolberg, Stengs, Rosario, voilà, pour l'acclimatation, c'est déjà un plus. Et Galtier, moi, je pense que pareil, je l'avais dit au tout début de l'émission, Galtier, il a réussi à faire renaître de ses cendres un mec comme Renato Sanchez. Donc c'est une pépite européenne qui se perdait un peu de près en près. Enfin bref. Et là, il avait réussi à le faire renaître de ses cendres à Lille. Et j'avais dit, il a réussi à faire ça avec Renato Sanchez. Pourquoi pas avec Kluivert? Et pour l'instant, on voit que, bah encore une fois, donc je dis pas qu'il y a que Galtier, mais je pense qu'il doit y être pour beaucoup aussi, bah voilà, il a su redonner confiance à un joueur qui était en mal dans les différents clubs et on voit tout le bien que peut nous faire un joueur de classe mondiale. Pour moi, c'est un joueur de classe mondiale et j'espère qu'il sera rappelé en équipe des Pays-Bas assez rapidement. Tu parles de Galtier, parlons rapidement, ou pas rapidement, mais de son choix tactique au sujet de Justin Kluivert, parce que c'était la référence à gauche ces dernières semaines. On se posait la question de qui allait pouvoir être aligné à droite avec la suspension de Hicham Boudaoui. On n'avait pas envisagé, en tout cas pas dans cette émission, que Justin Kluivert puisse changer d'aile et qu'on puisse adopter une autre solution à gauche, surtout qu'en l'occurrence, Kefren Turam, on n'avait vraiment pas vu venir. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que Kluivert aussi un de ses gros avantages, et on l'a vu hier soir, c'est que il peut jouer des deux côtés et en cette fin de saison où on manque peut-être un peu de référence sur les ailes, même si Hicham Boudaoui voilà, a quand même beaucoup les faveurs du coach. Mais voilà, pour redonner du temps de jeu à des joueurs comme Alexis Claude Maurice ou pour donner du temps de jeu à Bilal Brahimi, le dernier arrivant, qui on le sait sont quand même assez à l'aise à gauche malgré tout. Est-ce que c'est pas un confort de se dire que tu as une solution pour les faire jouer avec Justin Kluivert, juste en changeant Kluivert d'aile, sans que ce soit vraiment pénalisant sportivement? Ouais, je pense que tu as raison. Ça, c'est une polyvalence qui est intéressante parce que, comme tu l'as dit, voilà, ça va te permettre de donner un petit peu de temps de jeu à des mecs qui, dans ce système-là, se sentent peut-être un peu condamnés, tu vois, notamment Claude Maurice. Après, Brahimi, lui, ouais, voilà, peut un peu servir des deux côtés, mais cette polyvalence, je pense qu'elle est vraiment intéressante. C'était peut-être un coup de poker aussi de la part de Galtier. On l'avait jamais vu à droite, Kluivert, si je dis pas de bêtises. Euh, et au final, il fait un top match. Mais après, je pense que honnêtement, quand il est à ce niveau de jeu-là, il peut jouer partout en fait. Tu peux le mettre sur le terrain en lui disant tu prends le ballon, tu t'amuses partout, c'est vert quoi. Il faudra peut-être le revoir à droite dans un match où il n'est pas, où il fait pas le match de sa carrière, effectivement. Mais Oui, oui, donc quand il est à ce niveau-là, voilà, c'est compliqué de dire autre chose que l'encensé, quoi. Mais c'est vrai que cette polyvalence, elle peut être effectivement intéressante parce qu'on l'avait dit dans les émissions précédentes que sur l'aile droite, on était un petit peu démunis aussi en fonction de que ce soit des possibles blessures et même des performances de certains, dont Calvin Stengs par exemple. Ouais. Là, ouais, je suis d'accord avec vous. C'est une bonne trouvaille de voir que Kluivert est aussi performant à gauche qu'à droite. Après, de ce que j'ai su, c'est juste pour la petite info, Kluivert, il est passé à droite par rapport à Under, en fait. Et il a voulu plus cadenasser le couloir gauche avec un mec comme Thuram, qui a joué plus défensif, bien sûr,
que Kluivert. Ça, c'est pas. Et Alors, voilà, il et voulait pourtant, ça vraiment s'est pas cadenasser trop vu qu'il a joué défensif, Khéphren Thuram, hein. Donc, bien sûr, plus que Justin Kluivert, mais puisque tu fais la transition, Khéphren Thuram dans un rôle assez inhabituel d'ailier gauche. On pensait effectivement qu'il allait bloquer le couloir, surtout qu'on avait un joueur comme Melvin Barr derrière qui était en difficulté face à Clermont. Et en fait, on a vu le Khéphren Thuram habituel qui, en plus de ses tâches défensives, s'est bien amusé avec le ballon au milieu de terrain. Il n'hésitait pas à repiquer dans l'axe et à distribuer des bonbons un peu partout. Voilà, c'était petit C'est ça. aparté sur Surtout que Thuram, parce que bon, c'est toujours bien de rappeler aux gens que Khéphren Thuram est un formidable joueur de foot. Je pense que c'est ça. ça s'impose. Mais c'est vrai qu'après, au niveau du positionnement, notamment offensif, quand on avait le ballon, Thuram a souvent pris un petit peu l'axe presque en numéro 10 et Gouiri a beaucoup joué à gauche, j'ai trouvé, sur certaines phases où Gouiri était vraiment détaché sur le côté gauche, à la limite d'un 4-3-3 presque. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est super intéressant aussi, je trouve. Et voilà, c'est ce qu'on disait aussi encore une fois dans les émissions précédentes où le fait que Gouiri est, si on peut dire, indispensable, parce que voilà, de par cette mobilité, l'animation qu'il est capable de créer à lui seul aussi et de permettre aux autres de se déplacer avec lui, ça fait de lui, je pense, un joueur indispensable dans ce que veut mettre en place Galtier, quoi. Buteur hier, hein, Amine Et Gouiri, est-ce que, c'est lui qui égalise tout de suite après l'ouverture du score climatisante de l'Olympique de Marseille au terme d'un raid assez bien mené. Parce qu'il faut la mettre. Après, quand tu es à moitié à genoux, arriver à la C'est pousser au ça. fond du but, voilà. On souligne la performance est-ce aussi d'Amine que Gouiri dont on parlera moins dans cette j'ai, émission. Romain. j'ai une question. Est-ce que vous pensez pas que le fait que Kluivert soit à droite ait pu libérer le côté gauche en fait pour Gouiri? Parce qu'on sait très bien que Gouiri il aime bien partir du côté gauche pour bien réaxer, etc. Et quand les deux jouent, on va dire même Gouiri en tant que deuxième attaquant ou quoi que ce soit, peut-être que les deux, quand ils partent du côté gauche, ils peuvent un peu se marcher sur les pieds, quoi. Tandis que là, vu que Kluivert avait son côté droit, peut-être c'est pour ça aussi qu'on a vu un Gouiri plus côté gauche, et il a été excellent, franchement, hier. Il a été très très bon. Et du coup, ça lui a permis d'avoir plus d'espace dans son côté gauche, de moins avoir un joueur à côté, etc. Et ça a créé plus de solutions, vu que côté droit, tu avais aussi Kluivert, quoi. Tu avais un mec comme Kluivert, de l'or dans l'axe. Enfin, je sais pas. Après, c'est c'est une question que je me pose. M- Moi, je pense que c'est pas un problème entre guillemets de côté gauche parce que j'ai pas souvenir de m'être dit que Gouiri et Kluivert, quand Kluivert a joué à gauche, se marchaient un petit peu dessus. J'ai pas ce souvenir-là. Mais par contre, là Mais où oui, je mais vais rejoindre un justement. peu ce que tu dis, c'est que par contre, le fait d'avoir entre guillemets deux joueurs tellement forts de chaque côté, par contre, t'as rééquilibré ton attaque, ça c'est certain, je pense. Et puis tu as aussi un Ouais, voilà, c'est ça. excellent. Enfin, tu avais vraiment densifié ton milieu de terrain, hein, parce qu'on parlait des choix de Galtier tout à l'heure. Il y a la doublette quand même Schneiderlin-Rosario, pardon, qui a fait un excellent travail. Tu avais Thuram qui, malgré son poste sur la feuille de match, enfin sur le line-up, était à gauche et bien rentré dans l'axe malgré tout. Donc ça a aussi quand même pas mal libéré de place, je pense, mine de rien, pour Amine Gouiri. Puis bon, on parlera un peu plus des côtés aussi quand on va parler des latéraux qui, à mon sens, ont fait vraiment un super match. Un autre qui a fait un super match, et je pense que c'est le deuxième homme de la soirée, s'il faut n'en citer que deux, et c'est assez dur parce qu'on a quand même envie d'en citer au moins 11, si ce n'est plus avec les entrants. C'est Andy Delors qui sortait d'une période extrêmement compliquée, qu'on n'a pas hésité à, je ne sais pas si on peut dire fracasser dans cette émission, mais sur lequel on tirait la sonnette d'alarme parce qu'on enchaînait les performances quand même indigentes et sa place de numéro 3 était menacée. Hier, c'est deux passes décisives et ce quatrième but pour parachever le succès de l'OGC Nice.
pas tout n'a été réussi. Voilà, il y a eu pas mal de mauvais choix aussi dans les passes, dans les ballons remis dans l'axe. Il y a eu quelques ratés, mais c'est vraiment le positif qui l'emporte et de très très loin. 2 passes décisives, un but, encore une fois, et au-delà des stats, on a un peu retrouvé l'activité qu'on aime voir chez Andy Delors. Il y a encore une grosse marge de progression pour retrouver le joueur qu'on avait vu cet été à l'automne. Mais là, vraiment, on a enfin l'impression d'avoir revu quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour l'avenir. Et il y a évidemment ce but qui vient aussi récompenser et redonner de la confiance à l'attaquant de l'OGC Nice. Ah bah, à l'image de beaucoup de joueurs, hein, par rapport au match contre Clermont, lui, voilà, il a clairement fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé tout simplement, hein. On l'a vu effectuer un pressing, on l'a vu se donner parce que ce qui est capable de faire Delors, en fait, ce qu'on avait nous l'habitude de voir avant qu'il soit à Nice et au début quand il est arrivé, c'est-à-dire rien lâcher, faire du pressing, aller au combat avec les défenseurs, mettre des frappes lourdes, parce qu'on a vu mettre une très belle frappe aussi devant nous en deuxième mi-temps, où Lopez fait un bel arrêt. Donc voilà, c'est le Delors qu'on veut voir et qui apporte, hein, parce que tu l'as dit, c'est cette ligne d'attaque Gouiri-Delors qui avait absolument pas fonctionné contre Clermont. Bah, ça a peut-être été un des points forts, un des gros points forts de cette victoire. Donc je pense qu'il y a... Est-ce que Galtier a su trouver les mots? Est-ce que eux se sont remis en question? Voilà, on peut se poser 10 000 questions. L'essentiel, c'est qu'ils aient remis la tête à l'endroit pour le match qu'il fallait, je pense. Un des matchs les plus importants de la saison. Et voilà, ça c'est arrivé au bon moment et tant mieux pour nous, je pense. Ouais, clairement. Après, si loupe aller des passes ou quoi que ce soit, mais qui fait autant chier les adversaires que Mm. hier, franchement, moi je lui en voudrais plus, hein. Parce que hier, franchement, voilà, il n'était pas à contre-temps dans le pressing, il était tout le temps derrière les défenseurs, et c'est comme les petits chiens, hein. Tu sais, à leur mordre les mollets bientôt. Donc non, franchement, il a été généreux dans l'effort, dans tout, et franchement, ça me fait plaisir qu'enfin il arrive à délivrer 2 très belles passes décisives Mhm. d'ailleurs. Et bon, il met un but peu académique, mais au moins voilà, Ah, le ça le sens du récompense de tous placement ses et tout efforts. quand même, hein, parce que c'est Exactement. sûr qu'après le Ouais, ouais, ouais. geste, frapper ça de la jambe, enfin en mettant la jambe en opposition, c'est pas forcément le plus académique, mais il faut être à la réception de ce centre et arriver à la placer dans Exactement. un Non, angle non, mais c'est fermé. sûr. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir pour lui parce que, bon, bah voilà, ça se voyait qu'il était un peu en manque de confiance. Là, c'est vrai aussi que Marseille, il pouvait pas passer à côté du match parce qu'en sachant, bon, bah, il a beau dire non, mais on sait qu'il aime quand même bien ce club, etc. Et je sais que par rapport à tout ce qui s'est dit, bah voilà, il a voulu montrer que, et il l'a très bien fait. Et en plus, comme il le voulait, il a marqué devant la Brigade Sud. Donc c'est parfait pour lui. Très bon match d'Andy Delors. On a hâte de voir si ça va continuer sur cette lancée. Mais voilà, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été réenclenchée. On espère qu'il va pouvoir surfer dessus. Un petit manque de confiance et de justesse encore sur certains mouvements. On disait avec Cédric en tribune hier soir, notamment, il y a cette action où il se retrouve un peu à 25 mètres dans l'axe en position de frappe. Il cherche à remettre le ballon alors que je pense qu'un Delors en pleine confiance aurait mis une sacoche. Après, cadré, pas cadré, mais il aurait tenté sa Il n'aurait chance. pas Donc, hésité en tout cas. voilà, il n'aurait pas hésité. Là, bon, il tergiverse un peu et du coup, le ballon est perdu. Heureusement, sans conséquence, il y allait de son but. Après, en plus, c'est l'essentiel, je pense, lui, pour le moral et pour la tête et pour la confiance. Donc, c'est clairement, je pense, les deux aiglons de la soirée, hein. On va en citer plein d'autres parce que, bon, personne n'a été mauvais de toute façon. On est immensément fiers de la performance de tous les joueurs qui ont participé à cette victoire historique. Mais s'il fallait vraiment en retenir deux qui ont été au-dessus du lot, le lot étant déjà au-dessus du lot marseillais. Voilà, moi c'est ces deux-là qui me viennent spontanément, mais il y en a bien d'autres et vous inquiétez pas, on va essayer de parler de tout le monde. Messieurs, avant de vous laisser la parole sur ce que j'ai appelé dans notre sommaire asticage libre sur le reste de l'équipe, je, je voudrais parler moi de ceux qui m'ont fait particulièrement plaisir sur cette rencontre. Je voulais parler de nos latéraux, que ce soit Flavius Daniluk, du coup,
titularisé devant un Jordan Lotomba covidé, du coup, malheureusement, donc un peu par la force des choses. Et Melvin Barr qui revient lui-même de ses pépins de santé, dont le Covid, et qui, du coup, retrouve une place de titulaire aussi à la faveur de la malheureuse blessure de longue durée de Jordan Amavi. On était très inquiets après le match face à Clermont. Bon, Danny Luc jouait dans l'axe, mais il fait un match vraiment compliqué. Melvin Barr au poste de latéral gauche avait tout simplement coulé. Hier soir, ils ont tous les deux fait un match de patron, alors qu'ils avaient de sacrés clients. Fabien Daniluk avait Dimitri Payet face à lui, Melvin Barr avait Sergi Zunder. À part ce malheureux but contre son camp pour Melvin Barr, sur lequel il ne peut pas grand-chose, et 10 premières minutes où le joueur turc de l'OM lui met un peu la misère. Après, pendant 80 minutes, ça a été un festival. Il en a vraiment fait sa chose. Il a joué très très haut. Il y a des fois où je me demandais même si on ne jouait pas à 3 derrière, vu qu'il est resté en position latérale au niveau de la ligne médiane. Il n'a pas tout réussi. En témoignent les dernières actions en fin de rencontre, où il fait des remontées de 80 mètres pour faire des appels, et où malheureusement il pêche un peu dans le contrôle, et du coup il perd le ballon qui part en sortie de but pour les Marseillais. Mais on a revu en fait ce qu'on avait aimé voir de Melvin Barr en début de saison et à l'automne: la fougue, l'insouciance, vraiment un chien qui se bat, qui en laisse un minimum à l'adversaire. Et on se dit que finalement, même sans se réjouir loin de là de la blessure de Jordan Amavi, si on retrouve ce Melvin Barr d'hier soir et qu'on avait déjà vu à l'automne, on vivra peut-être un peu plus sereinement que prévu ces 6 prochaines semaines. Ah oui, oui, clairement, clairement. Moi, vraiment le positif que je retiens sur Melvin Barr, c'est qu'il y avait un enchaînement quand même assez compliqué, hein. Je veux dire, il sortait du Covid, où il a eu des semaines assez difficiles. Il sort d'un match, on peut le dire, à la limite du catastrophique contre Clermont. Là, tu joues un quart de finale contre Marseille avec tout le contentieux qu'on connaissait autour de ce match. Au bout de 3 minutes, il marque un but malheureux contre son camp. Enfin, il y avait quand même pas mal de mental, de pas couler, de pas rentrer voilà, dans un coin, quoi. Enfin... tu pouvais couler sans aucun souci. Et au lieu de ça, au final, il est monté en puissance, même s'il a eu les 10 premières minutes peut-être un peu compliquées pour jauger un peu son adversaire direct, qui est un client, il faut le dire, hein, comme tu l'as dit, quoi. Mais dès qu'il s'est mis au diapason, il est monté en puissance, et après derrière il fait 80 minutes d'un niveau incroyable. Donc c'est le Melvin Barr qu'on attendait de revoir depuis pas mal de temps. Espérons qu'on l'ait vraiment vraiment retrouvé, parce que comme vous l'avez dit, si on retrouve ce Melvin Barr là, on peut voir arriver les prochaines semaines assez tranquillement, je pense. Romain, sur Melvin Barr, mais aussi sur Flavius Daniluk, qui au final, de façon extrêmement surprenante, cette saison a beaucoup plus de matchs références au poste de latéral droit qu'au poste de défenseur central. Donc peut-être une vraie alternative à venir, quand on considère déjà le facteur blessure de Youssef Attal, qui est également absent à moyen terme, et même les performances sportives en dents de scie de Jordan Lotomba. Peut-être que Flavius Daniluk a un coup à jouer finalement à ce poste-là. Bah, bah clairement, parce que nous, avec mon cousin dans la tribune, on s'est même dit, bah en fait, ce mec, il n'est pas défenseur central, c'est pas possible. Parce que tous les matchs qu'il a fait en tant que défenseur droit, sincèrement, il est jamais passé au travers, hein. Nous, on a toujours eu peur, mais au final, quand on faisait les débriefs, on disait, bon, bah, que voilà, il avait fait son match, que ça avait été plutôt costaud défensivement. Et là, en plus, il a apporté sa pierre à l'édifice offensivement. Donc, il est peut-être moins monté que Barr. Et encore, il est quand même bien monté, quand même, Flavius, surtout en Ça, on te première croit sur mi-temps. Bon, parole, on même en n'ira pas deuxième, hein, c'est vérifier. lui. Hein, mais... Pardon. Ouais. Elle était belle. Elle était belle, elle était belle. Il Ouais, fallait, j'étais obligé, désolé. elle était tellement, tellement facile, putain. Eh ben, je fais avoir. Et, mais, mais du coup, non, je l'ai trouvé vachement à l'aise offensivement. Défensivement, bah, comme tu disais, il avait un sacré client avec Payet. Payet, alors, on l'a carrément pas vu, quoi. À part sur une frappe en fin de première mi-temps, mais on l'a pas vu sinon. Et après sur Barre, ouais, bah, Cédric, il a tout dit, hein. Il aurait pu sombrer, il n'a pas sombré. Et en plus, il est monté crescendo pour faire un très gros match. Maintenant, voilà, il faut qu'il reste à ce niveau, qu'il gomme ses petites imperfections. Mais ça, bon, confiance en Galtier. Mais sinon, sincèrement, hein, avoir deux mecs comme Danny Duc et Barre
en complément de ce qu'on a avec Amavi, avec Attal, avec le Tomba, franchement, pour moi, c'est que du bonheur. Donc, qui continue comme ça, et déjà, je serai un peu plus serein par rapport aux blessures de Attal et Amavi, quoi. Pour terminer sur Flavius Daniluk, le bien monté, comme désormais Romain l'appellera, il se permet même un petit dribble, là, il se la joue un peu Ben Arfa ou Justin Kluivert, du coup en fin de match, là, il s'élimine 2-3 Marseillais, Avec zac là, dans les... Incroyable, enfin, quand même, tu vois ce que la confiance peut faire, parce que c'est pas le premier joueur de l'effectif auquel je Exactement. penserais quand il s'agit de faire de l'élimination en 1 versus Bah, c'est 1, sûr qu'il a quoi, pas un mais... profil très fin techniquement, Ouais. si on peut dire. Mais Mais au pourtant, final, voilà. comme Dans quoi, la tête. c'est peut-être le seul latéral droit d'un mètre 90 au niveau, à ce niveau-là. Parce que si on a Roberto Bardos à gauche, on a Cafus Dadiluc là, du coup, à droite. Voilà. Hier soir, On a le Benjamin Pavard autrichien. voilà, exactement. Messieurs, moi de mon côté, j'ai un peu fini de distribuer des bons points. Bon, j'en aurai plein d'autres, mais le but, c'est pas que je fasse l'émission tout seul. Hein. Je pense que je me parle déjà suffisamment à moi-même comme ça suffit. Qui est-ce que vous avez particulièrement apprécié, vous également? Bon, je sais déjà, notamment Cédric, de qui il va parler. Il va parler de l'amour de sa vie et c'est entièrement mérité. Mais voilà. Non, Est-ce mais qu'il y a des joueurs dont vous souhaitez souligner la Il performance? y en aurait deux. Déjà, il y en a un parce que sinon l'émission devrait s'arrêter incessamment sous peu si on ne le cite pas. Mais non, mais je parle de Schneiderlin en premier parce que je veux. Brice, lâche la prise. T'inquiète Ouais, pas. voilà. Schneiderlin. Il me menace. J'essaye de faire passer un message subliminal, mais il est en train de me menacer. Non, mais je veux juste au moins le féliciter, je pense, à un mec comme Schneiderlin parce que hier il fait un match XXL lui aussi, je pense, au niveau. Je sais pas combien de bornes il a parcouru sur le terrain, mais il fait encore un match masterclass pour moi, dans l'engagement, dans l'envie, tout ça, dans ce qu'il apporte. Et c'est quelqu'un qui était à la cave, que même nous on avait. On s'est dit, bon, ben, c'est peut-être la fin pour lui, on avait peut-être vu partir et tout ça. Et puis il a baissé la tête, il a bossé, il a jamais, on l'a jamais entendu un mot plus haut que l'autre. Et puis au final, le voir revenir à ce niveau et faire un match comme il a fait hier, je pense que ça mérite d'être félicité quand même pour Morgan. Et puis évidemment Jean-Clair qui a eu un peu une ou deux errances peut-être au début du match là, qui a voulu un peu faire sa tête dans l'axe là, du coup. Ah, ouais, putain, il a enfin... il a eu c'est rare de sa part, hein, mais après à côté de ça par contre t'as l'impression que des fois il monte en puissance quand il passe devant Under là sur le côté pour lui prendre le ballon, il dégage une puissance, t'as l'impression que si l'autre il passe devant à ce moment-là, s'il le percute, c'est comme s'il avait pris un 38 tonnes sur l'autoroute quoi. Donc voilà, c'est les deux sans non plus rentrer dans un débat infernal, mais voilà, je tenais à féliciter Schneiderlin pour son match et Jean-Clair pour tout l'amour que je lui porte. De toute façon, il n'y a pas de débat. Jean-Clair Todibo est un meilleur joueur que William Saliba. Le match d'hier Bah, nous l'a évidemment. encore rappelé. Romain, Même l'équipe nous le rappelle. Même l'équipe nous le rappelle, effectivement. Romain, est-ce que tu as des bons points à distribuer parmi les joueurs qui restent, qu'on n'a pas encore félicités? Il n'en reste plus beaucoup, mais malgré tout. Bah, moi, je vais en donner deux aussi, hein, parce que, voilà, sinon après je vais être jaloux. Mais non, déjà moi sur Schneiderlin, mais je vais rester juste un petit truc en plus, c'est que Schneiderlin, franchement, ça fait bon quelques matchs que j'aime beaucoup. Hier, je l'ai totalement adoré et j'ai l'impression que c'est un autre joueur. Voilà. L'année dernière, on avait un joueur, c'était un mec qui sortait des tacles, tu te demandais pourquoi. L'année dernière, Le surtout, on mec, il avait un jouait autre entraîneur. Après, Ouais, non, ouais, il y a mais peut-être bon, une histoire c'est d'adaptation. Il sort Oui, d'une c'était. quinzaine d'années en première ligue où, du coup, Non, mais tu peux c'était lâcher des facile. gros C'était tampons en facile. troisième division sans problème. Et du coup, c'est facile, mais ça passe toujours. ouais, Écoute, ça fait toujours voilà. plaisir. Viril, mais correct. Mais, Ouais. mais justement, donc, certes, l'année dernière, on en a même eu deux des entraîneurs, mais il n'y a personne qui a réussi à canaliser un peu le bonhomme en lui disant, écoute, ici, tu es dans le championnat de Ligue 1, tes gros tacs de boucher de Division 3, tu les oublies. Et c'était un mec qui jouait que vers l'arrière, qui apportait aucune plus-value dans le jeu vers l'avant, etc. Et cette année, si vous remarquez bien, tous les tacs qu'il fait, c'est propre et ça sert. Je sais pas si c'est peut-être tu l'as, bah oui, c'est pris son carton rouge, mais qui était totalement Ouais. immérité. Mais après, tous les tacs qu'il fait, donc comme je disais, voilà, c'est maîtrisé. Il joue vers l'avant.
Dès qu'il a le ballon, bah voilà, il essaye de se projeter vers l'avant. Il est toujours bien placé. Et encore une fois, comme je le disais hier en tribune, bah là au moins, sur des matchs comme ça, tu vois pourquoi il a été pris à une époque en équipe de France. Et tu retrouves quand même un niveau adapté à son nom et à son vécu, quoi. Voilà. Mais en tout cas, j'ai adoré sa prestation hier. Et, et pour le deuxième, on pouvait pas ne pas le mettre, mais Dante, hein. Oh là Dante, là, encore une fois, mais quel match, quoi. c'est mais c'est 38 ans, quoi. masterclass. Non, mais c'est pas possible, ce mec. C'est dans n'importe quelle situation, en fait. Bon, je veux bien qu'il ait connu des finales de Ligue des Champions, des sélections avec le Brésil, donc des matchs comme ça, bon, voilà, il les boit, quoi. Mais quand même, t'es dans un quart de finale, tu sais très bien que Nice n'a plus gagné de trophée et que la Coupe de France cette année, en éliminant Paris, ça devient un réel objectif. Donc tu peux te avoir quand même un minimum de pression. Bah, le mec, il te fait des Il a beau la pression. contrôles, il te fait des relances. Ouais, mais c'est abusé. Et j'ai l'impression que ce mec, il est au prime de sa carrière, quoi. J'allais vous dire, Donc, j'ai l'impression qu'on le dit, qu'on l'a déjà dit 10 fois depuis le début de cette saison dans cette émission, mais est-ce que c'était pas genre le meilleur match de Dante en rouge et noir depuis son En arrivée? tout Mais cas, c'est chaque sa meilleure semaine, saison à j'ai Nice, l'impression c'est qu'il fait un évident. palier Mais supplémentaire, quoi. non, mais c'est Ouais. surtout que t'as l'impression que l'âge, il a aucune emprise sur lui, quoi, en fait. C'est impressionnant. À 38 ans, il enchaîne les matchs parce qu'il faut se rendre compte quand même de ce qu'il enchaîne dans T1 depuis le début de la saison, quoi. oh, il a joué il y a 3 jours. Et il a 38 balais, le gars, quoi. Et, Enfin, ouais, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vais faire un 5 à 35 ans. 3 jours après, j'ai encore des courbatures, quoi. Et pourtant, tu es Donc, fit comme jamais, hein. mais, Toi aussi, ouais, ouais, c'est un peu non, le non, mais. Badagus Prime en ce moment, quand même, Ouais, hein. ouais, c'est ça. C'est ça, non, mais franchement, c'est exceptionnel, hein, ce que fait Dante. Je pense qu'il est en train de. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, savoir il faut le prolonger ou non. Bon, nous, on avait aucun doute, mais si quelqu'un a encore un micro-doute quelque part dans le monde, il est en train de montrer à tout le monde qu'il faut plus en avoir, quoi. C'est juste une machine, le gars, donc voilà. Un non, mais dernier. puis en plus d'être une machine, c'est dans l'état d'esprit, il est totalement dans ce que veut le projet Ineos, dans ce que veut Nice. Enfin voilà quoi, le mec il est moulé au club et on voit quand on voit la fin du match, la tête qu'il a quand il est en face de la populaire, cette hargne Le type est en mais mission, hein. De toute ça me façon, met encore des on a frissons. un groupe qui est en Mais mission, là. non, mais clairement, c'est la folie. Voilà, moi j'adore et voilà, je voulais encore tirer un coup de chapeau à ce grand monsieur parce que je pense que cette saison, si on en est là, c'est en grande partie grâce à lui et franchement bravo quoi. Un dernier joueur qu'on n'a pas cité, c'est Marcin Bulka. Je me permets, parce que vous ne l'avez pas cité Ouais, dans vos j'allais bons en parler, points. de toute façon. Euh, bon, encore un match vraiment réussi. Il se prend ce but de gag, mais sinon, il arrive à s'interposer dans la plupart de ses face-à-face avec les attaquants marseillais. Il s'est montré extrêmement rassurant également dans les prises de balles aériennes, bien aidé par son gabarit, certes, mais vraiment très rassurant, très efficace. Il n'y a aucun doute, je pense, aujourd'hui que l'OGC Nice a deux gardiens de très très grande valeur. On n'a aucun doute qu'on va finir cette compétition avec Marcin Bulka dans les cages après les exploits qu'il a pu réaliser face au Paris Saint-Germain et face à l'Olympique de Marseille hier soir. Sans parler de remise en cause de hiérarchie, parce que de toute façon, je pense que voilà, il y a le Covid aussi qui va naturellement éloigner Benitez peut-être quelques temps. On rappelle, lui aussi est prêté à l'OGC Nice. Le contrat de 4 ans est prêt si jamais les deux parties décident de prolonger le plaisir. L'option d'achat est à hauteur de 2 millions d'euros. On s'était dit, un peu en rigolant, peut-être qu'avec la qualif face à Paris, il s'est donné le droit de rester. Là, est-ce que vraiment aujourd'hui, on comprendrait, sachant que de toute façon, une place voilà, sera forcément disponible pour les gardiens l'année prochaine, est-ce qu'on comprendrait qu'on ne mette pas ce petit billet sur un joueur comme Marcin Bulka si bien sûr lui se voit rester chez nous? Ouais, voilà, tu fais bien, je pense, de préciser, parce qu'en fonction du parcours qu'on va faire en Coupe de France et des performances qu'il va encore faire, il aura peut-être d'autres ambitions que d'être possiblement numéro 2 à Nice. Mais après, à côté de ça, vu son jeune âge et ce qu'il est en train de montrer,
Est-ce que ça serait pas un futur numéro 1 en puissance aussi, Bulka? Moi, je vous pose ça là de question, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, moi, pour te répondre, en tout cas, après je laisse la parole à Sky, mais pour moi, déjà, mettre 2 millions sur un mec comme Bulka, c'est oui tous les jours. Après, comme tu le dis, peut-être qu'il aura d'autres ambitions. Je sais que, enfin, on le sait tous d'ailleurs, Benitez aussi a quelques ambitions d'ailleurs peut-être. Donc, moi, faire confiance à Bulka en tant que numéro un, en ayant vu comment il s'est intégré au groupe, et puis il a l'air d'avoir quand même une très très bonne mentalité. Écoute, s'il répare un peu son jeu au pied, moi, c'est un grand oui. Après avoir, hein, si je vais laisser la parole à Sky, moi aussi je suis derrière, mais admettons que tu joues une grosse compétition européenne l'année prochaine. Il va avoir du poids sur les épaules, le jeune garçon quand même, même s'il a des épaules en adamantium, mais ça a l'air. Il faut penser aussi à ça d'un côté. Plutôt d'accord avec Cédric pour le coup. Autant un numéro 1 bis, surtout si on joue 3 compétitions l'année prochaine avec la Coupe d'Europe du niveau de Bulka, ce sera extrêmement appréciable. Après, je pense pas que tu dois penser à recruter en fait un gardien remplaçant l'année prochaine. Je pense que tu dois aussi essayer dans la mesure du possible d'aller débaucher, si bien sûr Benitez part, hein, parce que bon, ça fait 2 ans qu'il nous fait le coup de la fin de cycle et d'aller voir ailleurs, mais il est encore là et peut-être qu'il n'aura pas de meilleure proposition que l'OGC Nice. Mais si jamais Benitez s'en va, voilà, je pense qu'il faut aller taper dans un gardien, quitte à investir un gros billet dessus, mais un gardien qui va en fait t'assurer les campagnes européennes pour les prochaines années. Après, si Bulka, entre le championnat et les coupes, montre que à terme, parce que c'est vrai qu'on oublie que c'est un très jeune gardien, mais que à terme, il peut vraiment avoir la carrière de numéro 1, ben voilà, la place et la concurrence feront leur affaire. Mais je pense là quand même que si tu as envie de te donner les moyens de tes ambitions, bombarder Bulka directement numéro 1 la saison prochaine, à voir. Après, la saison encore longue, il y a 3 matchs. On se demandait si Bulka aurait le niveau de rester de toute façon. Là, je pense qu'il fait de l'unanimité. Donc peut-être que dans 3 matchs, ou en tout cas dans 2 en fonction de l'issue de la suite de la Coupe de France, on pourra peut-être avoir un discours tout à fait différent. Messieurs, est-ce qu'on clôt la page Nice-Marseille? On n'en a pas très envie. Bon, je vous propose de continuer à vous épancher sur les réseaux sociaux pour partager notre joie. Mais est-ce que pour cette émission, en tout cas, on clôt cette page du match, du magnifique spectacle qu'on a vu hier? Alors, Romain, un dernier mot peut-être. alors, moi, j'ai un dernier mot, c'est sur l'entrée de Bilal Brahimi, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé, même si bon, Marseille avait la tête dans les talons. Mais j'ai trouvé que il est super bien rentré dans le match et il a amené pas mal de fraîcheur et tout ce qu'il a fait, je trouve qu'il a plutôt bien fait. Il a été percutant et je trouve que c'est de bon augure pour la suite. Donc Il aurait même pu voilà, je obtenir tenais presque un à avoir penalty, un hein. petit mot. Ouais, ouais. Je me souviens pas enfin, j'ai pas revu de ralenti ni quoi que ce soit, mais il a une frappe qui a l'air d'être contrée par une main. Mais ouais. Bon, d'ailleurs, on s'était fait la remarque, si je dis pas de bêtises, avec Sky en tribune, qu'il avait fait une très très bonne rentrée, Brahimi. Par rapport aux 2 dernières qui avaient Mm, laissé un peu planer le doute. Mais bon, voilà, c'est un très jeune joueur qui connaît aussi ses premières minutes en Ligue 1. Donc c'est voilà, ça. ça peut être intéressant en fin de match, notamment en championnat. Vous faites bien de parler hein, de ce penalty, enfin peut-être penalty et des occasions croquées en fin de match. Moi, j'attendais que le 5-1 pour faire. J'avais mes blagues sur le pastis qui étaient toutes prêtes, hein, mais bon, je suis dégoûté. Voilà, ça n'est jamais venu. C'est vrai On que ça va aurait se, été très beau. voilà, Une on va se petite contenter de manita, 4-1, c'est très il y en bien. avait plein, il y en avait plein. Ouais, Il y en avait voilà, plein. 5-1, franchement, il y avait de quoi faire. Écoutez, bon, fermons la page Nice-Marseille, passons à la suite, du coup, notamment cette demi-finale. Du coup, le tirage au sort et Didier Deschamps ont décidé que nous irions jouer face au FC Versailles, pensionnaire de 4e division. Première question que j'ai envie de vous poser, bon, on se dit qu'on évite un club d'un standing aussi élevé que Paris et Marseille quand même, parce que jusque-là au tirage, on a quand même eu les deux meilleurs clubs de France avec nous, hein, donc c'était velu. Est-ce que pour vous, du coup, c'est une aubaine de se dire, ben voilà, on va jouer le petit poussé de la compétition, ça y est, réservons en tout bien, tout honneur bien sûr, et puis voilà, dans le respect, mais réservons les places et les billets d'avion
pour le week-end du 8 mai à Paris, ou est-ce que en fait c'est peut-être le tirage piège que vous auriez aimé éviter. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Non, non, il faut avoir de l'humilité parce que les mecs sont quand même en demi-finale et ils ont fait un parcours où ils ont quand même tapé des clubs comme Toulouse, je crois, et des trucs comme ça. Donc il faut être quand même un minimum humble, mais il faut pas non plus être hypocrite. Il vaut mieux prendre Versailles à ce moment-là que prendre Monaco ou quoi que ce soit. Maintenant, une fois que tu as tapé Paris-Marseille, t'es censé être favori de la Coupe de France, hein. Il faut être honnête aussi sur ce point-là. Donc personne doit te faire peur. Il faudra faire un match sérieux. On sait que c'est des matchs pièges par excellence, hein, mais encore une fois, voilà, je vais le redire. Si après avoir tapé Paris-Marseille, tu perds contre Versailles en demi-finale, on se met tous une balle dans la tête directement, je pense. Encore pire que le Nice-Van Ah non, mais là historique, c'est dramatique. malheureusement. Non, mais là c'est dramatique. Je veux dire, je veux même pas y penser en fait. Ça me paraît surréaliste et je pense que ça n'arrivera pas. C'est impossible que ça arrive. Donc, je préfère garder ça dans un coin de ma tête, que ce scénario-là se passe pas. Mais non, je pense que c'est le meilleur tirage qu'on pouvait espérer à ce moment-là de la compétition pour retourner au Stade de France. Et puis ensuite au Stade de France, si on y retourne, on verra contre qui on jouera. Mais voilà, pour moi la demi-finale c'est le meilleur tirage. Petit regret de ne pas se faire une demi-finale de gala en déplacement au Louis II, mais bon, on prend si ça nous ouvre la voie du Stade de France un peu plus facilement. De toute façon, il faudra bien affronter notre dernier rival, hein, de la compétition, l'AS Monaco, ou peut-être, et on attend le match dans quelques heures, peut-être que nos meilleurs ennemis bastiais feront une dinguerie et nous rencontrerons au Stade de France. Voilà, donc, Ça serait incroyable ça. ce serait incroyable, hein, le Stade Ouais. de France avec 30 000 Corses et tout, ce serait un moment Putain. incroyable à voir. En tout cas, on suivra forcément au fur et à mesure des numéros la suite de la compétition et nos adversaires potentiels. Pour l'instant, c'est Versailles. Romain, est-ce que pour toi, bon tirage, ou est-ce que c'est le piège que tu as envie d'éviter, qu'on soit l'horrible club qui se fait sortir par le petit poussé qui va venir faire la fête au Stade de France le 8 mai? Non, après, meilleur tirage, bien sûr. Maintenant, comme le dit Bada, dans ce genre de match, voilà, faut leur rentrer dedans direct et leur montrer que c'est les patrons. Maintenant, si t'es si t'es pas capable de battre Versailles, Oui, tu il y a un méritais pas la moment, coupe, quoi. Donc, bon, ah ouais, non, 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 c'est pas possible. Mais je pense que Galtier, en plus, hier, je l'écoutais en conférence, il parlait qu'il avait eu Ouais. le Il cas avait joué avec Mont-Solémine avec Sochaux à Sochaux. l'époque. Mm. Voilà. Et il disait que ça s'était fini, je crois, aux prolongations ou au penalty, je sais plus. Exactement, ouais. Il gagne aux Et donc, prolongations. donc je pense voilà, donc il a cette expérience-là. Et je le vois pas, en plus, en étant si proche d'une finale de Coupe de France, je le vois pas autrement que de surmotiver ses joueurs pour ce match-là. Parce que maintenant, qu'on se le dise, hein, certes, le championnat, on a quelque chose à jouer, mais là, le principal objectif maintenant, ça reste la coupe. Et la coupe, bah voilà, ça passe par Versailles et ça passe par un gros match contre Versailles. Après, quid de savoir où on va jouer? Je sais que Versailles, à la base, ils devaient jouer chez eux contre Toulouse. Ils ont décidé de On peut jouer à pas. Toulouse. Si perso, ils veulent jouer chez nous et que nous, on leur reverse les recettes, moi, il n'y a Ouais, à pas de mon souci, avis, hein. ils savent le public, l'apport que peut avoir le public à Nice, à mon avis, ils savaient que ça se passe pas à Toulouse, tu vois, sans être méchant. Ouais, Donc à mon avis, je pense ils aussi, ouais. trouveront toutes les autres solutions possibles pour pas venir jouer chez nous, quoi. alors, les solutions, elles sont au nombre de Mm. 3. C'est ce que nous apprend le Parisien ce matin. Les stades à l'étude sont le Parc des Princes, le Stade de France et le Stade Charletti, du coup, dans Paris intramuros. Pour l'instant, écoutez, le CM du FC Versailles 78 a posté il y a quelques minutes pendant l'émission une petite demande au Paris Saint-Germain pour avoir un petit coup de main pour que le match soit délocalisé au Parc des Princes.
France. Donc on verra quel stade sera finalement choisi. Je vous rappelle, je le disais sous le ton de l'anecdote il y a quelques semaines dans l'émission, que le stade de Versailles ne peut pas être homologué en soirée puisque on ne peut pas l'allumer suffisamment. Une loi sur place au niveau de la ville disant qu'on ne peut pas avoir d'éclairage suffisamment puissant dans un rayon de 5 km autour de la chambre du roi au château de Versailles. Donc voilà, c'est assez rigolo, mais bon, c'est la raison pour laquelle, et puis forcément aussi les installations et ce que ça inclut de public à ce niveau-là de la compétition. C'est pour ça que Versailles ne pourra pas jouer à domicile dans son stade. Reste à voir où, comme le disait Romain, effectivement, on devra en savoir plus dans les prochains jours. Bon, je ne vous demande pas votre avis sur quel stade, tant qu'à faire, éviter le Stade de France pour se garder le plaisir au dernier moment. Le Parc des Princes, ça nous a plutôt bien réussi cette saison, donc pourquoi pas, à la limite. Et Charletti, bon voilà, c'est un Charletti, stade. C'est quoi le stade du Paris FC, c'est ça? Où tu as la méga piste d'athlétisme aussi, donc ça peut être voilà. Tout sauf le Stade de France. Le Stade de France, il faut que ça soit vraiment le Graal. Le Graal de la finale, tout ça, donc voilà. Pas le Stade de France, mis à part ça, après, on peut les taper où on veut. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'y serai. Là, la demi-finale, on ne doute pas que de nombreux expats y seront. La session de Paris G aussi ira ils doivent être aux anges là. Il y a moyen de faire une bonne petite, un bon petit parquage et une belle petite ambiance où que ce soit. Et en attendant, Romain, du coup, que tu nous fasses le reporter sur place. Dernier mot sur ce match face à Versailles qui aura lieu le mercredi 2 mars. C'est dans 3 semaines. Ça arrive extrêmement rapidement. C'est un match qui sera calé entre les deux rencontres de championnat, le déplacement à Strasbourg et surtout la réception à l'Alliance Riviera du Paris Saint-Germain. Donc on verra comment l'OGC Nice négocie l'enchaînement de ces matchs importants. On aura peut-être déjà des éléments de réponse avec le match de samedi 21h à Lyon, voir si après cette magnifique victoire face à Marseille, on arrive à rebondir favorablement, qu'on reste sur la bonne dynamique, ou si, un peu comme le match face à Clermont, on lâche un peu la rencontre pour se concentrer sur la coupe. Donc on verra. On sait que l'OGC Nice va avoir un mois de mars infernal aussi, avec en affrontant la plupart de ses concurrents pour les coupes d'Europe. Là, j'en ai cité 2. Je crois qu'il y a aussi Lille, il y a Lens, il y a Marseille au programme en mars-avril. Donc vraiment, ça va être un enchaînement de matchs à 6 points qui vont nous permettre de nous situer notamment sur quelle Coupe d'Europe on risque de jouer l'année prochaine. Pour terminer cette émission, donc, le prochain match, c'est samedi 21h. L'OGC Nice se déplace au Groupama Stadium sur le terrain du FC Lyon, parce que je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Bref, j'arrête. Plus 8 pour le gym, 8 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais et de nombreux buts d'avance. Je crois qu'ils ont plus 1 de différence de buts, donc quasiment un 9e point d'avance. Première question, est-ce que pour vous c'est un match à 6 points pour l'Europe? Parce que bon, même si l'Olympique Lyonnais gagne, il ne reviendrait qu'à 5 points, donc ça laisserait un matelas pour l'OGC Nice. Par contre, si on gagne et qu'on les met à 11 points, bien sûr tout est possible dans le football, mais tu écartes encore un club assez important, et surtout tu mets une distance avec l'OL avant que eux reprennent leurs obligations européennes qui leur prendront sûrement un peu d'influx nerveux et qui leur couperont un peu les jambes. Je sais pas si c'est clairement un match à 6 points, mais en tout cas, c'est clairement un match à pas perdre, je pense. Voilà, surtout ça, en étant objectif. Maintenant, on a eu cet enchaînement de matchs tous les 3 jours, là, où ça a été compliqué, où tu as lâché un peu des forces, tout ça. T'es passé aussi un peu par toutes les émotions. Hein. Mentalement, ça va y jouer dans la tête des joueurs. Je pense qu'il va falloir remettre vite les pieds sur terre, mais voilà, comme je le disais, je pense que Galtier est très très fort là-dessus. Il va falloir se reconcentrer immédiatement et honnêtement, tu me demandes de signer pour un match nul tout de suite, je sais pas si je dis non, quoi. Ouais, moi avec le match que j'ai vu hier, même si on a joué il y a 3 jours. Contre Clermont, je compte même pas ça comme un match joué, mais en tout cas, contre Lyon, moi je m'attends maintenant à voir une grosse intensité. Donc bien sûr, il y aura de la fatigue au bout d'un moment, c'est évident, mais franchement, Lyon, ils sont pas non plus sereins, ils sont pas très très bien, et si Ils viennent tu de leur taper rentres Marseille dedans aussi. dès le départ.
Ouais. Ils Mais viennent de bon, on a vu perdre hier qu'en fait, c'était pas une grosse Cherki. performance de taper l'OL. Hein. En Enfin, fait, l'OL. c'est facile, quoi. En fait, c'est En fait, facile. c'est Eux, ils en ont mis que 2 en plus, quoi. Franchement, des c'est petites ça. luttes, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. Donc, si on fait avec des maths simples, ça veut dire qu'on gagne 2-0 contre Lyon, ça, parce qu'ils Allez, ont gagné on 2-1, signe. nous on a gagné 4-1. Où est-ce qu'on signe? Voilà. Mais Romain, Non, mais tu parles de fatigue. Est-ce que pour toi, on doit être dans la continuité de Marseille, réaligner le 11, le maximum similaire pour surfer sur la dynamique? Ou est-ce que justement, on peut se permettre peut-être de remettre en place une rotation de l'effectif pour garder la fraîcheur? Peut-être que Benitez sera peut-être revenu, Dolberg aussi, on attend les résultats du test Covid. Lotomba, ça semble peut-être un peu court, mais Boudaoui, par exemple, n'est pas été suspendu, donc sera disponible. Est-ce qu'il faut rechanger voilà, 3-4 joueurs pour un peu rafraîchir à la fois les corps et les têtes pour être sûr d'être performant face à l'OL? bah bien sûr. Puis surtout que les mecs que tu peux remettre dans le 11, c'est quand même des mecs comme, comme Benitez, comme Dolberg, comme Boudaoui, comme Comme les Lemina, Mina. qui a joué qu'un quart d'heure. Donc c'est quatre mecs qui sont censés être plus frais que les autres, et puis qui, à la base, sont des titulaires, quoi. Donc, enfin, il y a quelques semaines, c'était des titulaires à part entière. Donc aujourd'hui, bien sûr que voilà, il y a cette petite rotation qui peut être faite. Et par rapport à ça, c'est pour ça qu'il faut commencer le match. Mais comme on a joué contre Marseille, et d'ailleurs, bon, je sais qu'il y a des motivations supplémentaires, etc. quand c'est Marseille, mais là, putain, je comprendrai pas que durant cette fin de saison, on ait des trous comme des trous de 90 minutes, comme on a eu comme contre Clermont. Là, au bout d'un moment, t'as une saison, elle est juste magique, quoi. T'es sur le podium, t'es en demi-finale de Coupe de France contre Versailles. Au bout d'un moment, s'il te faut autre chose pour te motiver, il te faut quoi? Il te faut, ouais, je vais pas le dire, mais on sait jamais s'il y a des enfants qui écoutent. Mais non, il te faut quoi d'autre pour te motiver? Au bout d'un moment, c'est tes joueurs de Ah, foot. Cette saison, c'est la plus bandante que qu'on ait vue à Nice depuis. J'étais pas né, hein. Les autres années, j'étais pas né. Romain, en 10 secondes, il a oublié qu'il y avait peut-être des enfants Voilà. qui allaient écouter. Hein, voilà, n'empêche, c'est hein, ça. mais bon, c'est pas grave. Non, mais C'est ça. on sait on sait aussi qu'à l'extérieur, on est, je crois, deuxième de Ligue 1, c'est ça, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Premier, non? Premier, moi, il me semblait, mais oui, enfin, on est Ah dans ouais, les meilleures bah équipes à l'extérieur, effectivement. voilà, on est une des meilleures équipes, une des meilleures équipes à l'extérieur, donc évidemment que ça va y jouer. Voilà, je pense que pour répondre à ta question, Sky, je vais rejoindre ce qu'a dit Romain. Il va falloir évidemment voir la fraîcheur physique des joueurs. Parce que là, derrière le calendrier, je ne l'ai pas en tête, mais on a une semaine de repos. On rejoue le week-end d'après, c'est ça? On rejoue le. Attends, je vais te Ouais. dire ça tout de suite. On rejoue, je pense, tout de suite après, effectivement. Oui, tu enchaînes face à la réception d'Angers. D'ailleurs, ça me permet de. Pour ceux qui écouteront le podcast ce soir, parce que la promo ne dure que 24 heures, il y a 41% de réduction à la billetterie de l'OGC Nice. 41% parce Par que. rapport au 4-1, c'est 4-1 ça? exactement. Donc avec le code promo 4-1, vous avez moins 41% pour les places face à Angers. Là, encore une fois, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, si le match d'hier donne pas envie aux gens de revenir au stade, je pense que rien ne le pourra Ouais, de c'est toute ça. façon. Mais effectivement, on a un enchaînement assez fou où on joue la trêve internationale étant fin mars, où on va jouer tous les week-ends et même du coup en semaine entre Strasbourg et Et Paris. Paris. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de cette magnifique soirée, de ce qui nous attend dans les prochaines semaines avec l'OGC Nice? Bien sûr, nous reviendrons en début de semaine pour débriefer le match face à l'Olympique Lyonnais, mais bon, on avait aussi très envie on n'avait pas envie d'attendre la prochaine semaine pour refaire un débrief. Soirée exceptionnelle malgré tout, donc on avait envie de partager notre joie et notre plaisir avec vous également. C'est ça, c'était. Moi, Non, je je pense pense que c'est qu'on a bon. fait, on a fait un très très bon tour. On pourrait en parler des heures, On a été on très pourrait très bon. refaire le match et Envoyer des s'asseoir fleurs, mais s'asseoir autour d'une table, boire des bières et parler du match, hein, on pourrait. Mais voilà, je j'espère pense qu'un que. jour on pourra faire des émissions bières comme ça, bon sans les enfants Voilà, hein, toujours forcément, mais exactement. voilà, c'est mon ambition dans la vie de faire des On podcasts pourrait comme être ça. vulgaire comme le demande la Provence, comme ça.
Voilà, exactement. Joli. On va rester sur ce tacle très bien envoyé. Messieurs, merci de m'avoir tenu compagnie pendant cette grosse heure d'émission. On se retrouve dans tout début de semaine pour débriefer ce match face à l'Olympique Lyonnais, comme je vous le disais. En attendant, nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec nos comptes respectifs sur Twitter, avec le compte d'Avantinissa. Nous sommes également sur forcément toutes les plateformes audio, que ce soit Amazon, Spotify, Apple Podcast, également sur la chaîne YouTube de Sports Content. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines émissions, et puis voilà, de nous lâcher un petit abo, un petit pouce sur YouTube, ça fait toujours plaisir et ça aide mine de rien l'émission à grandir, à se développer, surtout que vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter, et ça franchement je crois que c'est notre plus grand plaisir, après peut-être le match d'hier quand même, parce que bon, on vous apprécie beaucoup mais faut pas déconner. Il y a des priorités. Bonne fin de journée, bonne matinée, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et Issa Nissa.